écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews avec des personnalités pour discuter autour des thèmes environnement, culture et droits humains avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. La 13e édition du festival Atmosphère aura lieu du 11 au 15 octobre 2023 à Courbevoie, près de Paris, dans une ambiance joyeuse et participative de grands scientifiques, des experts et pionniers de la transition écologique et sociétale, des artistes engagés, tout ce qu'on aime sur So Sweet Planet, viendront partager des savoirs, des expériences, des nouveaux imaginaires et des émotions fortes. Un festival au croisement du cinéma, de l'art et de la science pour un monde durable, plus juste, en harmonie avec la nature, avec une belle ambition, mettre la culture au service de la transition écologique et sociétale. Un festival qui accueille un large public intergénérationnel avec environ 15 000 personnes et 3 000 scolaires à chaque édition. Et tout est gratuit. Pour cette année 2023, les parrains et marraines sont Guillaume Meurice et Pauline Zarouk. Donc Guillaume Meurice, humoriste et que l'on connaît notamment par ses chroniques, célèbres chroniques sur France Inter, et Pauline Zarouk, cosmologiste. Le président d'honneur, Sébastien Follin, que j'ai eu la joie d'accueillir récemment sur So Sweet Planet pour son formidable documentaire sur le groupe réunionnais Ziskakan. Et le fondateur, Pascal Signolet, que j'ai le grand plaisir de recevoir sur So Sweet Planet pour nous en parler. Bonjour Pascal Signolet. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie que vous puissiez nous parler un peu plus de ce beau festival. Les personnes que je viens de citer, les parrains, marraines, présidents d'honneur, ont laissé chacune un petit mot pour exprimer leur état d'esprit à propos de ce festival. J'ai découvert ça sur votre site et de cette édition. Alors, je vais les citer pour vous poser la question suivante. Guillaume Meurice, donc le parrain, il dit « En tant que parrain de cette nouvelle édition du Festival Atmosphère, je déclare ouvert le temps où arts et sciences ne se regardent plus de travers, mais se complètent. Je déclare ouvert le temps de la joie. » Pauline Zarouk, donc cosmologiste, marraine de cette édition, dit « Réunissons arts et sciences pour mieux cultiver le plaisir de comprendre ce qui nous entoure, pour mieux encourager l'envie d'agir pour notre planète. » Et Sébastien Follin, qui lui est donc le président d'honneur depuis plusieurs années, nous dit « Plaisir de jouer et joie de partager, c'est un bonheur de vous retrouver pour cette 13e édition. » J'aimerais, puisque vous êtes le fondateur, que vous nous expliquiez un petit peu comment est né ce festival, sur lequel je n'ai pas encore eu la joie de venir, mais que je connais bien de nom et pour avoir suivi vos précédentes programmations. Et donc un festival qui semble, lorsqu'on lit ce qu'ont dit vos parrains, marraines et présidents d'honneur, un festival qui semble assez réjouissant. Comment il est né ce festival ? Ce festival est né par engagement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de rester les bras croisés, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Comme on était un peu de la partie de l'audiovisuel ou certains amis du développement durable, on s'est dit essayons de faire un festival parce qu'il n'y avait pas de festival qui nous correspondait. Alors c'était des festivals soit purement de cinéma, soit purement de sciences ou d'art ou des colloques, ou des festivals sur la nature, ou sur l'investigation, mais il n'y avait pas vraiment de festival pluridisciplinaire où on partage à la fois des émotions et des connaissances, et aussi des expériences. Et on s'est dit, tiens, faisons quelque chose qui porte aussi sur les solutions, sur ce que chacun peut faire à son niveau aussi, à la fois comprendre comment fonctionne le vivant, explorer le monde, et puis en même temps, agir à la fois au quotidien, mais aussi voir comment les institutions pourraient aussi modifier la réglementation pour que ça aille plus vite, puisque on est quand même dans une période un peu paradoxale, de grandes découvertes scientifiques, technologiques, de grandes avancées, et en même temps, on est dans une urgence, dans une injonction écologique. Et donc, c'est un peu paradoxal entre l'intelligence artificielle, toutes ces choses,
Et en même temps, on voit bien comment la sécheresse gagne. On voit tout un chacun peut remarquer qu'il y a moins d'eau dans les rivières, dans les puits. Donc il y a vraiment une urgence. Et voilà, c'est un peu cette idée-là qu'on essaye de creuser. Comment faire avec les deux? Comment réunir les découvertes? Comment mobiliser pour essayer d'avancer? Puisque on sait bien que l'avenir peut paraître sombre, en tout cas dans les jeunes générations. Oui, Il y a beaucoup de jeunes qui sont, par exemple, qui travaillent avec nous au festival et qui se posent des questions. ah oui. Nous, les boomers, on avait l'horizon 2000, le changement de millénaire. Mmh. Eux, ils ont 2050, quoi. Donc, voilà, donc pourquoi essayer de, de garder toujours du plaisir? Ben, c'est parce que, comme dirait Guillaume Meurice, étonnant la catastrophe, ce sont des paroles de Victor Hugo que je trouve assez formidables, quoi, parce que je vois pas ce qu'il faut faire d'autre, parce que être pessimiste, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Il faut essayer d'agir, et puis, ben, ma foi, avec conviction. Comme dirait Hubert Reeves, quand on dit que c'est foutu, c'est foutu. Voilà. Oui, effectivement. Je pourrais ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Non, je voulais ajouter que quand on a démarré ce festival, ça n'existait pas, quoi. Il n'y avait pas de festival sur le développement durable, pluridisciplinaire. Donc on a vraiment été pionniers. Oui, c'est Il y ça. avait, voilà, il y avait quelques festivals, le Festival du Vent à Calvi, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de festival avec du cinéma en avant-première, de la science comme il y en a chez nous. Vous voyez, c'est Oui, c'est vrai que vous avez été pionnier, j'ai remarqué ça et avant-gardiste parce qu'il y a beaucoup de festivals depuis qui se sont créés sur le vivant, sensibiliser au vivant, agir pour le vivant, Climax Festival, il y a beaucoup et tant mieux s'il y en a de plus en plus. Mais vous, donc c'est la 13e édition. Donc vous, votre programmation cette année, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'état d'esprit? alors l'état d'esprit. Bon, déjà c'est à nous de jouer, c'est-à-dire à la fois un appel à l'engagement, mais aussi au plaisir de jouer. Voilà, Oui. parce que le jeu est constitutif de l'humanité. Donc voilà, et puis aussi parce que finalement tout est récit. Notre représentation de la réalité, finalement, c'est du récit, quoi. Donc, à nous de jouer, ben voilà, à nous de raconter, d'écouter des histoires, de raconter des histoires, d'apprendre des choses et puis de partager des émotions à travers les films. On a une programmation d'une vingtaine, entre 20 et 25 films, dont la plupart sont en avant-première, en présence des équipes. C'est construit comme si on venait à un festival de cinéma de qualité, c'est-à-dire avec une programmation rigoureuse pour tous les publics, parce que on ne veut pas recevoir que des gens qui sont des militants ou qui s'intéressent aux questions écologiques, mais on veut recevoir tout le monde. Et donc, on fait une programmation pour tous les publics, en tout cas pour le cinéma, Mmh. et pour tous les âges aussi. C'est-à-dire qu'il y a des films pour les plus jeunes, il y a des films vraiment pour tous les âges, et aussi pour tous les styles. C'est-à-dire qu'il y a de la science-fiction, mais aussi des drames, des choses un peu plus marrantes, des documentaires qui sont assez pertinents, en tout cas dans l'actualité, notamment sur l'eau, la sécheresse, sur l'intelligence artificielle, les influenceurs. Il y a vraiment un choix et ce sont que des films de qualité. On est vraiment très rigoureux. On vient beaucoup du cinéma et on est vraiment très rigoureux sur la qualité des films. En ouverture, on a un film qui concerne les sciences, l'univers des mathématiques, qui s'appelle Le théorème de Marguerite, avec notamment Jean-Pierre Daroussin, qui joue le rôle d'un chercheur en mathématiques. C'est l'histoire d'une jeune fille qui trouve pas la solution et qui, pour la trouver, malgré elle d'ailleurs, se déconnecte du problème. Et en se déconnectant du problème, elle trouve la solution, notamment en jouant au mahjong et en rentrant dans la pensée chinoise. Voilà. Ah, Un très film intéressant intéressant. sur la parité aussi. Voilà. Et en clôture, on a un film sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Pod Génération. Pod Génération. C'est-à-dire, c'est l'époque où on se situe dans un
dans les années 2035-2040, où on porte les enfants dans des pods, c'est-à-dire les femmes peuvent continuer d'aller travailler sans porter leurs enfants. C'est assez horrible, mais Oui, ça se termine très bien d'accord. en présence de la réalisatrice. On a une grande nuit de la science-fiction avec des films comme 2001, Odyssée de l'espace, Matrix, Mad Max, et puis une avant-première qui s'appelle Mars Express, en présence de l'équipe, donc sur l'intelligence artificielle. Et c'est une nuit qui est préparée et présentée par Sébastien Follin avec des scientifiques, un philosophe, voilà, de 9h, de 21h à 6h du matin. Bon, Petit déjeuner offert. d'accord. Avec des quiz, je crois, et Oui, des quiz, enfin, de la il y aura musique? beaucoup d'animation, ça va être vraiment très sympa. Et voilà, on a le film de Guillaume Meurice, Delphinarium, Game Over, sur la protection des animaux, des dauphins en captivité. Ah oui, il est engagé sur ce sujet. Voilà, il est vraiment très engagé sur ce sujet et plus largement sur les océans. On a un très beau film qui s'appelle L'océan vu du cœur, un film où on apprend beaucoup de choses sur la biodiversité marine, un film qui est porté par Hubert Reeves d'ailleurs, Ah, très bien. qui fait suite à La Terre vue du cœur. C'est la même réalisatrice, Yolande Cadin. Vraiment un très, très beau film, et puis beaucoup de fiction, Le Testament, un film de Denis Arcand, un film un peu cynique. Le regard d'une personne âgée, sur l'époque, sur notre époque. C'est vraiment très, très drôle. C'est 5 hectares, c'est une comédie, avec Lambert Wilson. Alors c'est le regard inversé du citadin sur la campagne. Donc ça correspond bien à cet état d'esprit de tous ces gens qui sont partis à la campagne, pendant le covid, vous voyez? Ah, les néo-ruraux? Voilà, pour se faire accepter, Lambert Wilson a la conviction qu'il faut qu'il s'achète un tracteur Ah, pour être. Donc je ne vous raconte pas l'histoire, mais c'est vraiment très, très drôle. Club Zero de Jessica Hausner, vraiment c'est, bah, là, une grande réalisatrice avec un style très affirmé sur, l'alimentation et sur le jeûne. mmh. Voilà, c'est un thriller, c'est presque de la science-fiction, c'est vraiment très, très beau. On a The Old Oak, le dernier film de Ken Loach, qui est probablement son plus grand chef-d'œuvre, qui est un film sur un sujet très sérieux, mais qui est un film joyeux. Voilà, c'est vraiment ça qui nous a convaincus de le prendre, en dehors du fait qu'il traite des problématiques qui nous sont chères. Mais c'est vraiment un film qui laisse beaucoup d'espoir. Très bien. Voilà, donc on a 25 films, je vais pas vous les balayer tous, mais Perfect Days de Wim Wenders aussi, Mmh. l'histoire d'un vieux monsieur qui voit la beauté de la vie malgré un travail très ingrat. Voilà. Bon, J'ai écoutez, si je alors vous les balaye les tout, il y en a pour un moment, hein. non, mais je vais mettre le lien pour nos auditrices et auditeurs, Oui, vers voilà, la programmation de toute façon. Il y a oui. aussi, vous proposez aussi, des rencontres. Alors, est-ce que les rencontres sont liées au film ou ce sont des manifestations indépendantes? Les rencontres et tables rondes, j'ai vu qu'il y en avait aussi sur des thématiques, du coup, les qui se recoupent évidemment avec, les films puisque ce sont les thématiques, chères au festival. Le gaspillage alimentaire, l'intelligence artificielle, un nouvel imaginaire de l'argent, l'histoire des histoires, l'eau, les océans, le cerveau et l'univers, ou encore le climat. Là, on est sur des rencontres, à part? Alors, il y a des rencontres, qui sont en lien, bien sûr, avec les films, hein, par exemple, le gaspillage alimentaire, c'est un peu, la base du film, Club Zéro, hein. Heu, voilà, donc mais le gaspillage alimentaire, ça concerne de près la ville de Courbevoie, qui est pionnière en la matière, puisque c'est la première à avoir fait signer une charte avec les supermarchés. Donc avec des résultats étonnants, et qui met ça en place aussi, dans les établissements scolaires. Ah, La très bien. première mesure qui a été prise, et peut-être une des plus efficaces, elle est étonnante. Elle a consisté à demander aux élèves ce qu'ils avaient envie de manger, Mmh. et d'un coup comme ça, on a économisé 20 de nourriture, parce que simplement ils aimaient ce qu'ils mangeaient, quoi.
Donc il y a quelquefois un peu de bon sens à avoir. Oui. On se demande du coup pourquoi c'est pas appliqué plus largement alors des belles mesures qui marchent comme ça? Bah, justement, c'est en train de s'étendre un peu Oui, partout. Là, par bon, exemple, il y a beaucoup de communes, du 92 qui sont en train d'appliquer le même modèle de charte, de s'inspirer de la charte, de Courbevoie. On aura des grands chefs comme Thierry Marx qui viendront un petit peu, nous expliquer, comment eux-mêmes, voient la question du gaspillage alimentaire qui concerne, bien sûr, ce grand nombre de personnes qui n'ont pas à manger, hein, et qui pourraient trouver à manger si on gaspillait pas autant, mais oui, aussi le réchauffement climatique. Voilà, c'est vraiment très lié. On a sur l'eau, ben l'eau, c'est vraiment la problématique du moment. On le voit chez nous en France, mais aussi au niveau international. L'eau, c'est vital. Donc, nous, on sent que les problèmes vont arriver très vite. Ils sont même déjà un peu là dans toutes les régions françaises. On voit bien qu'au niveau international, c'est source de tension. Donc, on va recevoir Marie-Laure Vercamp, qui est la directrice du partenariat français pour l'eau, qui s'intéresse beaucoup à l'international, et Emma Aziza, l'hydrologue, oui. qui est vraiment très très pointue sur toutes les questions de gestion de l'eau, notamment en France. Oui, que l'on Ainsi, a beaucoup vu, hein, ces derniers mois et même peut-être oui, dernières années. Enfin, moi, je l'ai vu beaucoup ces derniers mois parce que, invitée dans les médias parce qu'elle a vraiment, comme Hubert Reef, comme, plusieurs, que l'on revoit de plus en plus souvent parce qu'ils ont un don pour, nous rendre accessibles et nous sensibiliser à des sujets qui sont, plutôt, rébarbatifs comme ça à première vue pour le grand public et c'est vrai qu'elle a une façon d'en parler qui est vraiment très, qui n'est oui, pas trop techno quoi et qui nous permet de bien comprendre les enjeux. oui, oui, elle est vraiment. En général, on choisit des gens qui savent vraiment s'adresser au grand public. Oui. Hein, ils viennent pas là comme spécialistes, mais vraiment, Mmh. ils sont généreux quand ils viennent ici. On peut parler avec eux. Et la question de l'eau, ben, c'est la grande question de la répartition, hein, entre Oui, les industriels, les agriculteurs et les particuliers, quoi. oui, Là, c'est une question qui se pose depuis au moins 10 ans, hein, on le sait, hein. oui. Et là, ça y est, on y est, quoi. Donc il y a beaucoup de solutions, hein, pour l'arrosage, pour les économies d'eau, enfin Mmh. bon, il y a vraiment beaucoup de solutions, il faut les mettre en application, quoi. Oui, c'est toujours pareil. C'est ça qui est bien, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de solutions. C'est ce qui est un peu déprimant, c'est de voir que ça avance si lentement. Ben, ça avance si lentement parce qu'on est dans un confort Mmh. et que c'est pas évident de prendre d'autres habitudes, quoi, Oui, voilà, c'est quand vous pensez que quand vous allez aux toilettes, vous balancez 10 ou 15 litres de flotte pour rien du tout, bah, là, on comprend un peu mieux, quoi, ça fait des millions de litres. Donc il y a plein de solutions, hein, le robinet, puis bon, à l'échelle industrielle, la récupération des eaux grises, par exemple, c'est là, je vois qu'à La Défense, ils sont en train de s'intéresser, au problème du rejet, par exemple, des eaux chaudes dans la Seine. Donc ces eaux chaudes qui devraient, servir à réchauffer, les bâtiments publics en hiver, vous voyez? Donc plutôt que d'aller dans la Seine, et de perturber les écosystèmes. Donc ça, c'est des choses, qui sont pas simples à mettre en œuvre parce que ça n'a pas été pensé comme ça, mais qui peuvent donner un peu d'espoir quand même, quoi. Voilà, c'est une réorganisation totale de nos infrastructures et puis de notre manière de vivre, mais c'est plutôt pas mal, quoi. Je pense que là, on peut y arriver, en tout cas sur l'eau, il y a des solutions. dans les sujets des tables rondes, là, il y en a 2 qui m'intriguent, qui me bon, Oui, tous en fait, hein, mais un nouvel imaginaire de l'argent, qu'est-ce que ça va être quoi alors? Qui ben va intervenir et quel est le sujet? en fait, c'est pour dire, principalement, 2 choses, c'est que notre carte bleue, c'est notre bulletin de vote, notre compte en banque aussi, mais on le sait on n'en a pas véritablement conscience. Mmh. C'est-à-dire qu'on met, notre argent, dans des banques qui financent beaucoup, l'énergie carbonée, quoi. Oui, Donc qui est très subventionné encore, hein, certes, tout a été organisé comme ça depuis des décennies et c'est très, très difficile d'en sortir, mais il faut appuyer, il faut pousser et pour qu'il y ait une transition aussi, chez ces grands industriels, du pétrole, du charbon,
pour que vraiment ils aillent vers le renouvelable, vers d'autres alternatives, puisqu'on sait bien que le pétrole, voilà, c'est pas ça qui va arranger les choses, hein. Et donc un nouvel imaginaire de l'argent, ben, c'est ça, c'est apprendre, comprendre en quoi, changer de compte en banque, ça peut avoir de l'influence. Comprendre aussi qu'il y a, énormément d'évasion fiscale, d'argent, qui, pourrait aller dans la transition, mais qui n'y va pas. Donc c'est donner des chiffres, c'est vraiment, penser comme ça, l'argent, comme énergie, voilà, Oui, heu, comme énergie propre, oui, oui, oui. voilà. Et c'est vrai que sur la carte bleue qui peut servir de bulletin de vote, je me souviens, j'avais fait, pour So Sweet Planet, une interview de Colin Serrault qui s'était très engagé à une époque par rapport au boycott par la carte bleue justement. Oui. Et en fait, mais déjà quand je l'avais interviewé, ça datait de quelques années auparavant, et je lui avais demandé, mais pourquoi ça n'avait pas plus fonctionné, parce que ça semble tellement évident que c'est un véritable pouvoir, si les gens se mettent ensemble pour agir de cette façon. Et quand je lui avais demandé mais pourquoi ça prend pas, elle m'avait dit mais les gens sont pas prêts. Ça va venir, mais les gens sont pas prêts. Oui, ben, en fait, si vous voulez, quand les industriels voient qu'ils ne vendent plus leurs produits, ils fabriquent d'autres produits. Donc c'est assez simple. Vous voulez pas, d'emballage, eh ben, vous laissez les emballages sur place ou vous achetez des produits qui ont moins d'emballage et vous verrez que ça change. Et moi, j'ai vu le cas en Allemagne, par exemple, avec le dentifrice. Ben, les gens, laissaient, vraiment au départ, c'était des militants et tout le monde a commencé à laisser les emballages dans les supermarchés. Et les supermarchés ont demandé aux fabricants, si vous voulez qu'on prenne vos produits, vous mettez plus d'emballage. Donc on a vendu, par exemple, les dentifrices simplement posés sur un petit bout de carton avec un trou, et il n'y avait plus les emballages. Voilà. Et des tas de choses comme ça. Ils reçoivent les produits préemballés dans d'autres. Enfin, il y a 3 ou 4 couches d'emballage qui ne servent à rien. Voilà, tout ça sont des choses. Et sur l'alimentation, c'est pareil. Quand ils verront que les gens se tournent d'un côté ou de l'autre, ben, ils modifieront leur production, quoi. Alors, dans les pays anglo-saxons, quand ils s'y mettent à boycotter un produit, ça marche, hein. Et voilà, chez nous, je pense. Alors, évidemment, en ce moment, il faut tenir compte aussi du fait que ben, on achète ce qu'il y a de moins cher parce que il y a un problème d'inflation, de pouvoir d'achat. Il faut avoir le choix aussi, oui. Alors, c'est une question de choix. Donc, c'est facile à dire, orientez vos achats, mais après, ben voilà, on fait avec ce qu'on a, hein. Cela dit, on voit que parfois, avec les AMAP, par exemple, ben, on arrive à trouver des produits qui sont pas plus chers, des très bons produits qui sont pas Tout à fait. forcément plus chers que dans les supermarchés, Et qui sont où produits localement. et qui sont produits localement, qui viennent jusqu'à vous. Et quand on est fidèle et qu'on est nombreux à soutenir les petits producteurs qui viennent jusqu'à nous, eh ben ça marche. Voilà. Par exemple, moi je suis dans 2 AMAP, et ben les tomates, tout ça, je les ai trouvées moins chères que dans les supermarchés et avec du goût. Voilà. Oui, c'est ça. On trouve Les beaucoup fruits d'aliments aussi, pas hein. chers Oui. où il y a absolument plus de nutriments dedans, pas de goût, donc on se demande même si c'est pas mauvais pour la santé, quoi. Ben si on prend pas bio, oui, avec tout ce qui est ajouté en pesticides et compagnie, on sait que c'est quand même moins bon pour la santé que, des fruits qui en contiennent moins. Voilà. Donc l'argent, ben, c'est nos orientations de compte en banque, d'achat, comme outil pour la transition, quoi. Heu, voilà. Très intéressant donc cette table ronde, Et aussi, il conférence y a des alternatives, avec, les monnaies locales aussi, qui sont source d'échange, ça, il y a certains endroits où ça marche pas mal, hein, mais c'est des régions à forte identité où ça marche bien. Pays basque, et cetera, Alsace, mais voilà, il faut qu'il y ait déjà une identité très forte pour que ça marche bien. oui, et le cerveau et l'univers, de quoi Alors le cerveau et parlerez-vous? l'univers, ça c'est marrant. Si vous regardez, des photographies, de la toile cosmique,
que vous comparez à la toile neuronale, vous verrez que ça se ressemble étrangement. On pourrait même ajouter le mycélium. Et il y a des nouvelles recherches, notamment David Elbaz, l'astrophysicien, qui va publier un bouquin là-dessus, qui est en train de développer une recherche sur les similitudes de la toile cosmique et de la toile neuronale. Alors, je connais pas le contenu, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Ils vont développer justement le fruit de ces nouvelles recherches. Ils vont aussi nous faire écouter la musique que produit le cerveau pendant qu'on dort. Alors ça, Oh! j'ai hâte de l'écouter. Il paraît que ça endort. Et du coup, sur le cosmos et tout ce monde, vous allez aussi proposer des spectacles? Alors oui, on va proposer 2 spectacles, donc Vers l'infini, mais pas au-delà, de Guillaume Meurice et Éric Lagadec, l'astrophysicien. L'un traitera de l'infini de l'univers et l'autre, si j'ose dire, de l'infini de la connerie. Oui, c'est lui-même qui le dit, donc on peut le répéter Voilà, avec son autodérision, donc ça, c'est le samedi habituelle. 14 octobre. Je pense que ça sera plein parce on a énormément de demandes, là. Tout le monde a envie de se marrer, quoi. Et puis Guillaume Meurice, il est vraiment très drôle, puis il est il est pas méchant, quoi. Donc c'est vraiment. Oui, Il- puis il a un recul qui aide à réfléchir, je trouve, oui, oui, sur les oui, choses. c'est sûr. Très pertinent, oui. Et puis l'autre spectacle, c'est Marie-Odile Monchicourt Mmh. qui va voyager à la rencontre des scientifiques qui ont fait de grandes découvertes au fil du temps, depuis Ptolémée jusqu'à aujourd'hui, pour montrer un peu comment les grandes découvertes ont bouleversé nos imaginaires et nos sociétés. Voilà, on pensait qu'on était au centre de l'univers, et puis on découvre que l'univers est en perpétuelle recréation et en accélération. Ça va être très, très intéressant, très Oui. intéressant. Dans les temps forts, j'avais noté aussi, les 70 ans de l'abbé Pierre. Oui, alors on va diffuser aussi le jeudi 12 une avant-première du film L'Abbé Pierre, une vie de combat, Mmh. qui est un film assez intéressant puisqu'il montre des aspects de la vie de l'abbé Pierre qu'on ne connaissait pas forcément, à la fois pendant la Résistance, mais aussi ses combats politiques, ses combats auprès des migrants. Il y a vraiment tout un tas de choses qu'on découvre, hein, qu'on connaissait pas, que le grand public en tout cas connaissait pas. Ça sera en présence de l'équipe et puis du président d'Emmaüs, Antoine Sueur, qui débattront D'accord, à la fin du film. très Très bien. très beau film. Vraiment, on s'ennuie pas pendant 2 heures. Là, c'est vraiment un film très poignant, quoi. Vraiment très poignant. D'accord. Et ce qui est poignant, c'est aussi que de constater qu'aujourd'hui, finalement, il y a toujours autant d'efforts à faire, quoi. Mmh. Il y a toujours autant de gens qui vont au Resto du Cœur, qui ont besoin d'Emmaüs. Il y a, Oui, voilà, disons que le côté social ne s'est pas amélioré, malheureusement. oui. Le film L'Abbé Pierre en avant-première, c'est aussi parce que l'abbé Pierre a écrit son appel à Courbevoie pendant Ah! l'hiver 54. Donc il y a un D'accord, rapport particulier avec la ville de Courbevoie, d'accord. Emmaüs. Et c'est aussi pour ça qu'on le propose, hein, à la fois parce qu'on traite des questions écologiques, mais aussi des questions sociales, mais aussi parce qu'il y a ce rapport particulier avec la ville de Courbevoie. Vous proposez aussi une grande soirée de projection de courts-métrages. Alors oui, depuis plusieurs années, on a lancé des concours dans le cadre d'un parcours nouveau récit. Il y a des concours de synopsis de séries Oui. et de fiction sonore. euh, et il y a aussi des concours de courts-métrages qui s'appellent sur le thème de la vie rêvée. Et pourquoi on a lancé ces concours? Ben, c'est pour essayer de voir un peu comment chacun imagine le monde de demain, voilà, et tout en respectant les codes de la fiction. Donc, pour ce qui concerne les concours d'écriture de synopsis, long métrage, série et fiction sonore, on en a reçu 120. Et l'an dernier, on en avait reçu 60. Donc, l'idée, Ah oui, c'est de voir du simple au apparaître double. du simple au double. Ça marche très bien. L'idée, c'est de voir apparaître des films qui ne soient pas dystopiques. Voilà. Qui soient sur nos sujets, pas dystopiques. Comme on connaît l'influence des histoires et des images,
Donc voilà, c'est l'idée, hein, d'accompagner les lauréats pour essayer de faire produire ces films. Mmh. Et puis donc De on a proposer des récits qui donnent un peu d'espoir cette fois. voilà, ou des récits qui soient un peu, ça peut être aussi des récits fantastiques, mais qui voilà, qui donnent un peu à imaginer, à penser, à avoir un autre rapport au monde, à comprendre qu'on est une espèce parmi d'autres, qu'on est lié à la nature, qu'on est des poussières d'étoiles, qu'on a évolué avec la nature et que comme on s'en est séparé beaucoup depuis 150 ans, évidemment, on souffre de perdre ce rapport à la nature. On constate que tous les gens qui sont proches de la nature vont souvent mieux, par exemple dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les écoles. Quand il y a du végétal, quand il y a de la nature, ben les gens sont, les jeunes, les vieux, les malades sont en meilleure santé. Oui, Voilà, c'est parce que évidemment on a évolué, on est construit pour vivre avec la nature. C'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. oui, qu'il Voilà. faut recomprendre parce que Oui, c'est et il fou de s'agit penser pas de. qu'on s'en est extrait à un tel point que l'on est obligé de passer par des analyses scientifiques pour nous montrer que c'est constitutif voilà, de notre humanité. On ne peut pas vivre séparé, coupé de la nature et on le sait pour les enfants, oui, pour tous les âges, tout le temps en fait. On a besoin de ce contact parce que on en est indissociable. Ça a l'air d'être une évidence, mais c'est pas évident pour tout le monde. En tout cas, les scientifiques constatent les résultats. Franchement, les études des chambres dans les hôpitaux qui donnent sur les arbres, sur la nature, comparées à celles qui ne donnent pas sur la nature, mais les taux de guérison sont inférieurs là où on ne voit pas la nature. C'est pareil, ces jardins thérapeutiques qui existent dans certains hôpitaux, mais ça donne des résultats formidables. Eh oui. Voilà. Voilà, on a découvert aussi que, par exemple, quand les enfants en bas âge mettent les mains dans la terre, ça booste leur système immunitaire. Vous voyez, c'est J'en des avais tas de choses parlé, comme oui, ça. dans un On a un podcast film avec là-dessus Marie-Monique d'ailleurs. Robin qui travaille Oui, beaucoup, là-dessus dans ses documentaires ouais. et je crois que le prochain est aussi, va nous parler de ça aussi et le précédent, La fabrique des pandémies, les scientifiques qui s'exprimaient dans le film, parlaient beaucoup de ce Mmh. lien, du contact physique qui est important pour les tout petits avec la terre. Je crois que c'est par rapport, dans le microbiote, hein, que ça Oui, stimule, les défenses immunitaires pour l'avenir en fait et que oui. beaucoup d'allergies aujourd'hui, on se demande pourquoi autant de gens sont allergiques. Apparemment, d'après ce qu'ils disent, beaucoup de nos allergies, l'asthme sont beaucoup moins présents chez les individus adultes qui, petits, ont été en contact avec les animaux, ont mis les mains dans la terre et tout ça. C'est ça, parce que Mmh. ça a vraiment, stimulé leur système immunitaire et ça maintenant on a un film là-dessus qui s'appelle Binette contre anxiolytique. Ah, je connais pas. Binette, Voilà. je vais noter. Binette Binette contre anxiolytique, ouais. Il est dans notre, programmation. de cette année-là? Ouais, ouais. D'accord, C'est un petit documentaire, mais qu'on a trouvé tellement intéressant qu'on a eu très bien. envie de le passer. Dans les temps forts, il y a aussi une assemblée citoyenne des imaginaires. De quoi s'agit-il? Alors, si ça vous ennuie pas, je termine avec le concours de court métrage. Ah oui, je vous en prie. Le concours de court métrage, il devient vraiment de plus en plus important. Il est parrainé cette année par Laurence Lascari, une productrice qui est à l'origine de la création du collectif 50-50. Oui. On a reçu à peu près 300 films et donc on va inviter les lauréats à venir défendre leurs films. Mmh. Et on a groupé cette soirée avec RFI, le concours hip-hop RFI, qui va présenter les lauréats de plusieurs milliers de films reçus du monde entier qui traitent du changement climatique, de quel regard portent les jeunes sur le changement climatique qu'ils ont vu autour d'eux, quoi. Donc c'est un D'accord, concours international puisqu'ils ont des films, vous voyez l'implantation des RFI, donc ils ont des films oui, venus du monde entier. Donc très voilà, bien. ça va être une soirée très gaie, très enlevée, avec beaucoup de films vraiment formidables, où là, les nouveaux imaginaires sont, en tout cas, sont sur le devant. Très bien, très présent.
Voilà. Les concours de synopsis sont parrainés par la réalisatrice Jeanne Herry. C'est vraiment quelqu'un, vous connaissez ses films. C'est vraiment Je connais, quelqu'un j'ai pas encore vu ces films. Je connais de nom. Je n'oublierai jamais vos visages. Un film formidable. Alors, l'Assemblée des Imaginaires. Donc, le Festival Atmosphère est partenaire d'une opération qu'on appelle l'Assemblée citoyenne des Imaginaires avec Bounov, l'ADEME. C'est une opération qui a été imaginée par Valérie Zoido, qui est réalisatrice, qui a consisté à diffuser un questionnaire auquel ont répondu des milliers de personnes pour leur demander comment ils se projetaient dans l'avenir, comment ils voyaient l'avenir. Il y a eu ensuite l'organisation d'ateliers dans toute la France par des gens volontaires Oui. qu'on appelle les imaginateurs. Mmh. Et le résultat de ces consultations de questionnaires et d'ateliers organisés par les imaginateurs a été donné à des scénaristes professionnels qui s'en sont inspirés pour écrire des histoires, des synopsis de longs métrages, de séries ou d'autres objets audiovisuels. Ça peut être de la bande dessinée ou ce qu'on veut. Et on va pour la première fois dévoiler publiquement un petit peu le fruit de ces consultations et les premières histoires écrites par les scénaristes. D'accord. Donc, on a des parrains prestigieux comme Thomas Dansembourg, le chantre de la CNV, ou Lucie Lucas, l'héroïne du feuilleton Clem de TF1, Sébastien Follin également, et puis beaucoup d'autres. Et donc, ça va être la première révélation des résultats de cette consultation au Festival Atmosphère le samedi 14 octobre à 15h. Ça sera précédé par l'histoire des histoires. Hervé Poirier, le rédacteur en chef d'Epsilon, magazine scientifique, va nous raconter comment et pourquoi l'homme a besoin de se nourrir d'histoire et comment toute notre représentation de la réalité est issue des histoires qu'on se raconte. Très intéressant pour introduire l'Assemblée des imaginaires. L'idée, là encore, c'est de produire des films, des œuvres qui impactent notre imaginaire à nous, pour nous donner envie de foncer, d'écrire d'autres histoires, justement. Parce que on s'en sortira pas si on pense pas autrement, si on pense pas différemment. Si on reste dans le même modèle, il sera très, très difficile de répondre aux injonctions écologiques et sociales. Donc vous proposez des choses qui vont, stimuler les esprits. Oui, on voit bien l'influence qu'ont pu avoir certains films, certaines séries. Tout le monde a des souvenirs de films comme ça qui les ont impactés, Oui, qui ont des été documentaires aussi, oui. oui, et puis, ou des romans, ou voilà. On est vraiment très influencé par les histoires qu'on écoute depuis qu'on est enfant, d'ailleurs, et qui influent sur nos comportements. Donc, puisqu'on en est là aujourd'hui et qu'il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour éviter que le futur soit catastrophique, ben, écrivons d'autres histoires, voilà. Comme on l'a fait par le passé, on a écrit l'histoire de la révolution industrielle, on s'est lancé dans, dans des sociétés qui n'ont pas tenu compte de l'harmonie avec le vivant. Et ben, il faut pour l'avenir revenir voilà, à un modèle qui tienne, qui soit compatible avec le vivant. Et pour ça, donc, vous proposez toutes ces manifestations dont on vient de parler, mais on trouve aussi des engagements, au niveau social, sociétal et environnemental, des engagements du festival, de votre équipe. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ces 3 Oui, domaines? ben, c'est-à-dire que quand on fait un festival comme le nôtre, il faut commencer par donner l'exemple. Oui, Hein. normalement, c'est la Alors, base. se changer soi-même pour changer le monde, déjà, d'une part. Et puis, quand on fait une manifestation comme ça, elle doit être irréprochable, c'est-à-dire qu'on doit donner l'exemple de tous les côtés, hein, c'est-à-dire ben, ne pas gaspiller la nourriture, appliquer tout ce qu'on prône, hein, la proximité, le réemploi, la réutilisation,
Dans la gouvernance, ben, que ce soit une gouvernance partagée, qu'on respecte vraiment, qu'il n'y ait pas d'agression, voilà, qu'on soit exemplaire dans tous les domaines, hein. Moi qui ai quand même un certain âge et qui suis le plus âgé, ça me demande beaucoup plus d'efforts, hein. Voilà, mais je m'y prête avec grand plaisir parce que je sais que c'est fondamental, que les gens ne viendraient pas aussi nombreux au festival si nous-mêmes, si notre organisation ne donnait pas l'exemple. Oui, Non. et d'ailleurs j'ai lu avec attention, qu'en 2021 et 2022, le festival, accompagné d'une consultante externe, a mené une étude d'impact. Et bravo, hein, parce que donc je ne vais pas lire tous les éléments, mais quelques-uns. 74, donc ça a été réalisé, une mesure d'impact qui a été réalisée auprès de vos festivaliers en 2021 et 2022, et dont il est ressorti quelques chiffres très intéressants. 74 considèrent que le festival les a rendus plus sensibles au développement durable. 83 déclarent que le festival leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? 64 ressortent avec un mélange équivalent d'optimisme et de pessimisme. Bon, s'il y a déjà de l'optimisme, c'est déjà bien. 81 déclarent que le festival les a incités à s'informer davantage sur certains sujets liés au développement durable. Donc, il y a est-ce que vous avez été surpris, satisfait? Quels ont été Ben, vos sentiments par rapport aux résultats de cette étude d'impact? si vous voulez, le résultat de cette étude d'impact nous a surpris Mhm. parce qu'il y a un chiffre auquel on ne s'attendait pas, hein. C'est qu'une personne sur deux déclare avoir changé de comportement Voilà. après être venue au festival. Et ça, il paraît que c'est un chiffre qui est très important. L'ADEME nous a dit que c'était un chiffre qu'on n'arrivait jamais à atteindre nulle part. Une Bravo. personne sur deux, et du coup, ben, ça donne, voilà, ça nous donne envie de continuer, hein, parce que si on fait ça, c'est pas, on le fait pas pour nous amuser, hein, on le fait pour que ce soit utile. Oui. On le fait aussi pour donner du plaisir et prendre du plaisir, mais il faut surtout que ce soit utile. Voilà, c'est un festival engagé quand même, quoi. Voilà. Oui. Bien, on s'y amuse beaucoup. Il y a du cinéma, il y a du spectacle, il y a de la musique, il y a des conférences, mais il faut que ce soit utile. Et quand on a appris qu'une personne sur deux avait changé de comportement, ben, on a été très content. Bon, J'imagine bien. on sait aussi que c'est au niveau, c'est pas forcément au niveau, seulement au niveau des individus, des gens qui viennent au festival que les choses peuvent changer, mais ça compte quand même, quoi. Oui, surtout si ces personnes ensuite, effectivement, à leur niveau, Bah oui, font bouger ceux qui sont au niveau au-dessus et qui ont bien besoin de bouger aussi. Il y a pas que les citoyens qui doivent bouger, ça aujourd'hui tout le monde le dit, hein, c'est indispensable, mais ça va pas être suffisant. Du coup, mais si les gens prennent conscience que, par leur carte bleue, par l'achat ou le non-achat de certains produits, cautionnés ou pas certains modes de consommation, d'alimentation, tout ça, plus nous serons nombreux et plus on pourra faire bouger les lignes au niveau au-dessus, et ça devient tellement urgent que c'est très important qu'on soit de plus en plus nombreux. vous savez, on fait tout ça pour nos enfants et nos petits-enfants, hein. C'est vraiment l'objectif, enfin, ce qui nous pousse, hein, c'est vraiment de préparer l'avenir pour les générations futures. C'est, voilà, on a tellement conscience de ce qui se passe et de ce qu'on pourrait faire pour que ça aille bien, voilà, on est passionné, et les gens sentent une grande authenticité, et c'est pour ça que ça marche en fait. C'est parce qu'il y a une grande authenticité, personne vient frimer là, ici, dans ce festival. On vient parce qu'on est content d'être là, et puis c'est vrai comment dire? Quand on agit ou qu'on a l'impression d'agir, on est plus heureux. Voilà, moi, Oui, je oui, rencontre beaucoup de gens qui ont le sourire parce que, ben, ils ont le sentiment d'essayer de faire quelque chose. Voilà. On a des, comment dire? On crée des solidarités, on tisse des liens, et ça, c'est très nourrissant, c'est très important, quoi. On se fait des amis parce que, ben, voilà, on a envie d'améliorer les choses, et puis, on est sensible,
au malheur, à la misère, mais aussi aux questions écologiques, et ça nous empêche pas d'être joyeux. Voilà, joyeux dans l'action, quoi, joyeux Oui, grâce à l'action. et vous proposez aussi, j'ai vu on n'en a pas parlé, un village avec des acteurs du changement. Oui, alors, ben, c'est-à-dire que partager des connaissances, partager des émotions, mais partager aussi des expériences. C'est-à-dire voir un peu, ce que certains, proposent, que certains expérimentent, dans différents domaines pour pouvoir s'approprier, certaines techniques, voilà, s'approprier pour soi-même des choses à faire dans son quotidien. Alors, ce beau festival Atmosphère, donc on rappelle les dates du 11 au 15 octobre 2023 à Courbevoie. J'ai vu que le festival est donc gratuit, hein, mais le public doit se munir d'un pass cette année pour accéder au festival, et donc ils doivent s'inscrire, sur, les sites, c'est ça? Je vais mettre les liens, hein, dans le descriptif du Oui, podcast. il y a ce qu'on appelle un QR code pour prendre un pass. Donc bien sûr, c'est entièrement gratuit, mais cette année, on demande de prendre un pass parce que ça nous permet de calibrer les salles, ça nous permet de savoir qui vient aussi, parce qu'on nous le demande. Et voilà, et puis, ça reste gratuit, hein, mais bon, c'est ce qui se fait un peu partout aujourd'hui, donc on était les seuls à pas le faire, donc on s'y est mis parce que ça sera intéressant pour la suite. Et alors pour celles et ceux qui sont loin géographiquement, qui sont dans d'autres régions ou qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont même à l'étranger, le festival va être accessible en ligne? Est-ce que tout va être accessible en ligne ou qu'est-ce qui Non, alors c'est indiqué sur le programme ce qui est accessible en ligne en direct, et de toute façon, tout est, enfin, à part les films, hein, parce on n'aurait pas le droit, mais tout sera accessible sur notre chaîne YouTube, quelques jours après le festival. d'accord, Donc n'importe quelle conférence, vous pourrez la voir, soit en direct, soit en replay, sur la chaîne YouTube du Festival Atmosphère. Et bah, on y tient parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent pas se déplacer, qui sont pas libres, voilà, qui n'ont pas un accès facile au festival, et donc comme ça, tout le monde peut y avoir accès. bien. Est-ce qu'on a fait le tour à peu près de tout ce qui était important de signaler? Oui, on a la programmation du festival, c'est à la fois des films dont la plupart en avant-première, des tables rondes, des spectacles, des ateliers, mais on a aussi des parcours dans la ville avec des scientifiques qu'on appelle des échanges de temps, où les gens peuvent venir assister à des mini-conférences pendant 2 heures, et en même temps, ils se rendent utiles en ramassant des déchets, en plantant des arbres. Donc c'est une formule qui marche bien parce qu'il y a une grande proximité. C'est très convivial, à la fin, on boit un verre ensemble, et c'est quelque chose d'assez formidable. Il y a 3 parcours avec Heidi Sevestre, Pauline Zarouk et des scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, paléontologues, qui vont nous raconter l'histoire de la marche bipède. D'accord. On a aussi une anti-conférence. Alors c'est une forme d'atelier où les gens participent avec des scientifiques d'Ifremer. Donc on va parler des abysses, on va découvrir avec eux les nouveaux écosystèmes des grandes profondeurs dans l'océan. Voilà, ça sera vraiment pareil, les dernières découvertes, quoi, avec leurs sous-marins là qui plongent à 5, 6, 7 000 mètres. Voilà, de nouvelles espèces, voilà. Bon, je vais donc mettre les liens, de toutes les informations pratiques, qui sont sur votre site internet. Je vais mettre le lien vers votre site internet, et il y a aussi une page Facebook sur laquelle, Oui, sur lesquelles on peut suivre un petit peu les informations, et donc un grand merci Pascal Signolet pour nous avoir, parlé de l'intérieur, puisque vous êtes le fondateur de ce beau festival qui va, donc avoir lieu à Courbevoie du 11 au 15 octobre 2023, qui je vais mettre les liens aussi pour que les personnes puissent voir, comment accéder, quels sont les lieux dans lesquels, ils peuvent se rendre, les lieux des manifestations,
Et donc un grand merci pour tout ce beau travail que je suis ravie de pouvoir relayer aujourd'hui, et j'ai été heureuse de pouvoir en discuter avec vous. On vous souhaite donc une très très belle 13e édition. Bravo et bonne continuation. Ben, écoutez, merci beaucoup et n'hésitez pas à venir au festival. Il y a aussi un village avec de la musique, de quoi se restaurer et même un manège pour les petits et pour les grands. Très bien, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet sosweetplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 € par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de So Sweet Planet sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.